Je t'en prie, ils ont pris 1 heure pour parler du PSG, de la page Facebook. Il n'y a même pas de présentation, il n'y a pas de slide. Et plutôt que, comme on l'a évoqué dans pas mal de slides, plutôt que 10 000 mots, on va commencer par des images. Et donc des images, ça veut dire un film. Donc il y a un film d'à peu près 5 minutes qui va vous résumer beaucoup mieux que nous tout ce qui a été fait sur la canette anti-foot d'Orangina. When you're one of the lesser-known soda brands and your competitor outspend your summer media budget, what can you do? At Orangina Meso, we decided to hijack the media highlight of summer 2014. And do you know what will be all over the media this summer? Football. Football, football, football. Again and again. There is no way you can miss it. Le football. Du monde de football. Le football. Du football. Football aussi. Le football. 14 millions of our fellow citizens in absolute ecstasy. But too often we tend to forget the 51 millions of French people who don't care about football. Do you know how we call a small group that takes all the media coverage? When a despotic minority forces its own pleasure on the majority. It's called a dictatorship, the football dictatorship. Orangina Meso is a drink known for shaking existing balances of power. That's why, with our research and development team, we have created a new type of can, the anti-foot can, a can able to switch off, in few seconds and in total discretion, any kind of televisions, at the worst moment. Even if it was not very appreciated from the dominant minority, everybody was talking about it. Canette anti-foot. C'est une canette pour ceux qui nous suivent en radio, j'ai une canette Orangina Miss O. Some even took the risk to try. On envoie Jeff dans un bar avec la canette d'Orangina. C'est coupe la télé. Ça, Rallumez-moi ça. J'ai pas de télé. Rallumez-moi ça. J'en ai rien à foutre, moi. Je rigole pas, rallumez-moi ça. J'aime pas le foot. Je joue au tennis, moi. Ah voilà, c'est allumé, tu vas dire que c'est pas moi. Everyone wanted to join the resistance. $5,000 cans produced, 20,000 requests on social networks, 75 million reach, more than 320 media coverage in more than 20 countries. A small dent in this dictatorship that doesn't say its name. Donc voilà. Merci. Donc voilà, c'est intéressant parce que ces 2 jours, on a beaucoup parlé de real time, on a beaucoup parlé de médias, on a beaucoup parlé de beaucoup de choses, on n'a pas assez parlé de créativité. On oublie que derrière tout ça, on s'adresse à des audiences, on s'adresse à des consommateurs et qu'à un moment donné, si le sujet qu'on aborde ne les intéresse pas, ils nous zappent. C'est aussi simple que ça. Et notre rôle, quand on doit s'adresser à des cibles sur les réseaux sociaux, c'est trouver des sujets de conversation qui soient légitimes. Alors, on peut les créer, hein, des sujets de conversation. C'est la canette anti-foot, comment communiquer quand Coca va prendre tout l'espace, tout le monde va parler, quand tout le monde va essayer de rebondir sur une ligne éditoriale littérale par rapport à l'événement. Donc, c'était intéressant de l'hijacker parce que c'était un trending topic et il fallait avoir une voix différente. On l'a vu, ça a très très bien fonctionné. Il y a d'autres façons aussi, hein. On peut communiquer avec les cibles en créant des services. On avait fait ça avec la Société Générale sur le fil Twitter. Mais ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit engager une conversation qui soit légitime et qui intéresse les gens. Parce qu'à la fin, on n'est pas là pour délivrer uniquement des messages, on est là aussi pour délivrer plus que des messages, des conversations, de l'engagement, des connexions de qualité avec les gens. Et si le message est nécessaire, ce n'est pas une condition suffisante. Donc tout notre rôle, c'est d'essayer de trouver un storytelling qui rebondit sur un écosystème digital qui est propre à la marque et ses différentes audiences, sans pour autant être intrusif, sans pour autant être hégémonique. On a cette nécessité, nous, communicants, de devoir communiquer à l'inverse. Pendant très très longtemps, les marques ont acheté le média. Pendant très très longtemps, elles ont communiqué en considérant qu'il fallait payer pour avoir l'attention des gens. Aujourd'hui, c'est pas aux consommateurs d'aller dans le quotidien des marques, c'est l'inverse, c'est aux marques d'aller dans le quotidien des consommateurs. Et ce qui est intéressant avec des entreprises comme Orangina Schweppes, c'est cette volonté de comprendre qu'il y a un storytelling conversationnel, il y a un storytelling qui crée de l'iconicité pour les marques et qui crée de l'engagement. Dès lors que les gens créent
du contenu, dès lors que l'histoire que vous racontez est plus importante dans son écho que dans la façon dont vous l'écrivez sur une feuille de papier, dès lors qu'elle est engageante, les marques deviennent un acteur légitime dans les conversations des gens. Et toute la problématique qu'on a eue au sein d'Orangina, c'était de se dire à un moment donné comment on peut systématiquement être légitime dans les prises de parole. Et pour ça, ça demande un certain nombre de choses. Ça demande de la part de la marque un vrai courage. Ça demande de la part de la marque aussi de modifier, parce qu'on parle de digital transformation beaucoup ces 2 jours, mais ça demande à la marque de modifier aussi la manière dont elle est organisée, la manière dont les schémas de décision vont se faire entre la marque et l'agence, la manière dont la réactivité, parce qu'il y a différentes formes de réactivité, il y a une réactivité, on l'a vu sur la Coupe du Monde, on peut rebondir sur Ribéry, on peut rebondir sur un certain nombre de choses. Mais le process de décision doit être ultra rapide, sinon il n'y a aucune caisse de résonance possible par rapport au sujet et par rapport à la qualité de conversation qu'on installe avec la marque. Je vais te laisser continuer, non ? Super. Moi, je vais me lever. J'aime bien me lever pour. On a inventé un algorithme. Je vais déjà demander de la si Romain ou si quelqu'un de l'équipe d'Orangina, on vous a amené pas mal de canettes. Comme ça, chacun pourra les tester chez soi. Donc, il y a pas mal de cartons à l'entrée. C'est 500 € sur eBay en ce moment. Mais on en a amené pas mal pour vous les présenter. Moi, il y a 2 choses. J'aurais pu vous parler des super résultats de la marque, des objectifs volume, parts de marché qui ont été gagnés ces 2 dernières années sur Orangina Miso. Mais en fait, c'est pas tant ça l'intérêt, parce que tous les chiffres qui sont là sont bons, comme toutes les présentations qui ont été faites cet après-midi. Mais finalement, je me suis rendu compte d'une chose, de 2 choses même. Il y a 2 éléments qui, pour moi, sont essentiels et qui n'apparaissent jamais dans nos presses. En tout cas, jamais dans les presses des marques, chez les annonceurs, lorsque vous faites votre présentation et votre débrief à vos actionnaires ou à vos comités de direction. Finalement, il y a 2 choses qui sont difficilement mesurables, qui ne sont jamais des KPI et qui peuvent être mesurés par des magnifiques systèmes économétriques. C'est 2 éléments qui, à mon sens, sont assez bien reflétés dans ce cas-là. C'est la prise de risque. C'est la prise de risque parce que, croyez-moi, quand vous êtes dans une salle, même une très jolie salle, mais qu'on vous explique que c'est super, on va faire une canette, et que cette canette, je vous parle de 4, 5 mois ou 6 mois avant la Coupe du Monde, et qu'avec ça, on va casser la baraque, parce qu'on va créer un concept qui va faire qu'on va éteindre toutes les télés françaises lorsqu'il va y avoir des matchs de Coupe du Monde. C'est difficile à concevoir comme ça 5 mois avant, mais cette prise de risque, vous vous retrouvez à 5 personnes dans une pièce, et bien finalement, vous dites « Ok, je suis ce concept-là, je suis cette idée-là », parce qu'il y a des équipes derrière qui ont cogité sur ces éléments-là, mais c'est très difficile, croyez-moi, parce que c'était ma posture et je voulais remercier encore moi, mes équipes et celles de Fred Farid, parce que c'est très difficile quand vous êtes directeur marketing d'acheter un projet qui est de dire juste je vais avoir un objet connecté, Orangina, qu'on va vendre à 1000 exemplaires, 2000 exemplaires et qui va éteindre toutes les télés pendant la Coupe du Monde. Croyez-moi, c'est compliqué. Donc cette prise de risque, en fait, c'est justement ce qui fait aujourd'hui la différence sur les plateformes de communication. On a beaucoup vu de contenu conversationnel, de création, et c'est ce qui, je dirais, rend passionnant nos métiers. Mais cette notion de prise de risque, c'est l'élément déterminant qui va faire que votre plateforme ou votre stratégie de communication, que ce soit sur le digital ou pas sur le digital, mais va prendre une dimension beaucoup plus forte. Je ne vais pas parler de montant ici, mais ce sont finalement des petits budgets qui ont été mis sur cette opération-là et qui, avec un retentissement qui est beaucoup plus fort. Donc cette notion de prise de risque, en fait, l'audace des plateformes de com, elle vient à un moment T, au tout démarrage d'un projet, et c'est ce qui généralement fait ce gap sur le succès ou non d'une opération. Et le deuxième point, parce que j'avais dit 2 points, le deuxième point, en fait, c'est les organisations. Aujourd'hui, la communication change, les agences changent, les médias changent, et finalement, ce qui change de moins en moins, ou du moins, ce qui change beaucoup plus lentement, c'est nos organisations en tant qu'annonceurs. Et les organisations, maintenant, des marques, sont aussi essentielles et sont aussi importantes dans le succès ou non d'une plateforme de communication. Et pour revenir sur ce cas précis d'Orangina Miso, je crois que le point déterminant a été cette organisation, je dirais, qu'on a complètement repensée avec les équipes d'EFF, puisque les équipes d'Orangina et les équipes de FF étaient complètement intégrées, et surtout intégrées dans un hub en termes d'information, de changement, de partage d'informations, quasiment dans l'immédiateté. On sait que la bataille, elle se fait sur l'instant. On sait que l'hyperréactivité est essentielle dans la réussite de ces plateformes-là. Et bien, si cette hyperréactivité
vous la laissez chez votre agence et surtout pas chez la marque, eh ben, ça ne peut pas fonctionner. D'où en fait vraiment cette connexion et cette méthode de travail qui a été mise en place sur ce cas-là, qu'on n'a pas vu dans le cas, mais qui est à mon avis essentiel, parce que c'est ce qui change tout. C'est qu'à 23h, vous pouvez valider un poste et vous n'avez pas besoin d'appeler le directeur marketing, vous le faites dans l'immédiateté. Et généralement, ces organisations-là génèrent du coup une hyper-réactivité qui est de plus en plus efficace et surtout qui renvoie aussi à la prise de risque au démarrage, puisque étant responsable de cette marque-là, je laisse le lead à mes équipes pour prendre la décision dans l'immédiat et ne pas attendre des process de validation qui peuvent en fait nous faire perdre cette bataille du temps. Donc à mon avis, c'était les deux. On va peut-être montrer un tout petit peu des choses sur Pulco, peut-être. On passe à Pulco maintenant. On va en maintenant. profiter pour faire notre pub. Ça, c'est le hijack. Comme tout le monde. Alors, la paresse a du bon. On prend notre temps. On prend notre temps, hein, maintenant. Maintenant que Vincent nous a dit qu'on passait en dernier, on prend notre temps. On peut plus. Tu veux passer Ouais, j'aurais bien voulu avoir la slide. Ah, mais du coup, c'est plus nous qui avons les zapettes. Voilà. Alors, on va vous parler d'un autre cas. Merci. Ce n'était pas au programme. Je découvre aussi. Non, mais on prend la notre paresse temps. a du bon. Non, mais c'est intéressant, Pulco, parce que c'est une marque qui n'a pas énormément de moyens de communication. C'est une marque qui doit réagir sur un secteur qui est hyper saturé, sur lequel le média payant est ultra dominant. Donc, on s'est posé la question d'orienter les choses un peu plus sur le digital. Et on a sorti une plateforme autour de la paresse a du bon, parce qu'on ne coupe pas les citrons pour boire du Pulco. Donc, on a balancé ce hashtag la paresse a du bon. Et depuis, de manière proactive, les équipes de l'agence bossent avec les équipes de la marque et rebondissent sur l'actualité, mais en temps réel. C'est-à-dire que ça sont des choses qui se font en 10 minutes et qui sont postées en 10 minutes. Là, c'était au moment, par exemple, où Franck Ribéry n'a pas été à la Coupe du Monde. Pulco a été la première marque à réagir dessus. Orange légèrement après nous. Mais Pulco a été la première marque à réagir dessus, juste en disant pas de Ribéry, pas bête Franck, le coup de la blessure, la paresse a du bon en vacances. Et ce sont des tweets en images, des posts en images qui se retweetent aux alentours entre 350 et 450 fois. On a fait un peu l'équivalent média en regardant combien il y avait d'audience cumulée là-dessus. C'est entre 80 et 120 000 personnes. Donc c'est du média gratuit. Même chose quand, en match de préparation, la France a tapé la Jamaïque 8-0. On a juste installé Pulco comme sponsor officiel de la Jamaïque, même chose. Et on se rend compte que c'est notre forme de communication. Pulco a été une des premières marques à réagir sur les qualités de l'iPhone 6 Plus. Donc, c'est ce type de poste. En fait, ce qui est vrai, c'est que d'un point de vue marque, aujourd'hui, on sait que la communication digitale, il n'est plus du tout dans le message envoyé. Il est dans quelles sont les conversations que je vais générer grâce au contenu. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, il y a une ligne directrice, il y a un fil rouge, et puis après, il y a de la production, qui permet non seulement d'envoyer une création qui fait immédiatement réagir, mais c'est surtout les conversations qui vont être générées qui créent aujourd'hui la stratégie. Et c'est là où je dirais que ça a évolué, même je dirais presque en 4-5 ans. Mais c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous créez une conversation, les audiences commencent à se l'approprier, recréer du contenu, génèrent du contenu, vous rebondissez sur le contenu. C'était le cas quand on avait lancé Carambar, c'est le cas avec la canette anti-foot. Pulco ne fonctionne que là-dessus, sur un principe où on a autant de contenus qui sont générés par la marque et l'agence que de contenus générés par les utilisateurs. Et après, c'est plus du tout une question de métriques à ce niveau-là. C'est juste qu'on a créé une conversation légitime, qu'on a créé une conversation dans laquelle les gens s'y retrouvent. Et tout simplement, un rendez-vous est installé. Après, on mesure tout ça, bien évidemment. On est aussi dans une scénarisation quand on fait la canette anti-foot. Bien évidemment, on monitore un certain nombre de choses avant de lancer. Et il y a de la planification, de l'orchestration. Mais la nouvelle forme de créativité, elle est aussi dans l'orchestration. Elle est aussi dans la distribution des contenus et elle est aussi dans leur production. Et les productions en temps réel se font que s'il y a une valeur créative derrière tout ça. Ce qu'on a un peu tendance à oublier. Mais s'il n'y a pas d'idée, c'est comme envoyer des flyers à une fête qui est pourrie, personne n'y va si la programmation est pourrie. C'est un peu la même chose, il ne faut pas oublier la valeur d'une idée, il ne faut pas oublier l'audace des marques et la prise de risque dans tous ces sujets, parce que sinon,
vous ne séduisez pas les gens. Il y a un certain nombre de statistiques qui sortent tous les ans. Les gens s'emmerdent face à la publicité. Donc maintenant, vous avez intérêt à être dans une logique où vous arrivez, vous satisfaisez un besoin, vous créez un service utile, ou vous créez une utilité divertissante dans le quotidien des gens. C'était très bien conclu. Ce sera le mot de la fin, en effet. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux.